Ils n'ont pas tué avec lui, ils ont tué pour lui. Et c'est peut-être ça le point le plus dérangeant dans l'affaire Manson. Pas seulement la violence, ni le gourou, ni l'horreur des faits, mais cette question beaucoup plus inconfortable. Comment un homme parvient-il à faire d'un groupe le prolongement de sa propre vision du monde ? Le 9 août 1969, à Beverly Hills, une femme de ménage entre dans une villa de Cielo Drive. Ce qu'elle découvre sidère l'Amérique entière. Plusieurs corps, une scène d'une violence extrême, et sur les murs, un mot écrit en lettres de sang, Pigs, cochon. Le lendemain, à une vingtaine de kilomètres de là, 2 nouvelles victimes, même climat, même logique d'acharnement. Et sur le réfrigérateur des La Bianca, cette inscription, Helter Skelter, le titre d'une chanson des Beatles. Charles Manson n'est pas présent à Cielo Drive. Il ne tient pas lui-même le couteau cette nuit-là. Et pourtant, c'est son nom que l'histoire retient, son visage, son regard fixe, sa parole, sa croix gammée gravée plus tard sur son propre front. Alors la question que je veux poser aujourd'hui n'est pas seulement qui était Charles Manson ? Était-il fou, manipulateur, psychopathe, paranoïaque, mégalomane ? La vraie question c'est, qu'est-ce qui, dans un homme, dans un groupe, dans une époque, rend possible la fabrication d'une meute ? Bienvenue dans Clinique du crime. Le 9 août 1969, à Beverly Hills, une femme de ménage entre dans une villa de Cielo Drive. À l'intérieur, elle découvre une scène de massacre. Plusieurs corps, des victimes poignardées à de nombreuses reprises, une violence qui dépasse très vite l'idée d'un simple homicide. Dans la maison, Sharon Tate, actrice de 26 ans, est retrouvée morte. Elle est enceinte depuis 8 mois. Avec elle, Jesse Brink, célèbre coiffeur de stars, Abigail Folger, héritière de la famille Folger, Wojciech Frykowski, écrivain et scénariste. À l'extérieur, près de sa voiture, Steven Parent est lui aussi retrouvé abattu. Sur les murs, un mot écrit avec le sang des victimes, Pigs, cochon. Le lendemain soir, à Los Feliz, à une vingtaine de kilomètres de là, une autre maison. Cette fois, ce sont Leno et Rosemary LaBianca qui sont retrouvés morts chez eux. Là encore, les corps portent de multiples traces de coups de couteau. Et là encore, la scène semble vouloir dire quelque chose au-delà du crime lui-même. Sur le réfrigérateur, un message écrit en lettres de sang, Helter Skelter, le titre d'une chanson des Beatles. À ce stade, l'Amérique voit l'horreur, mais elle ne comprend pas encore ce qu'elle regarde, parce que rien dans l'immédiat ne relie clairement ses victimes. À Cielo Drive, Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, reçoit des proches. Steven Parent, lui, se trouve là presque par hasard, au mauvais endroit, au mauvais moment. Chez les LaBianca, le décor change complètement. Ce ne sont pas des figures d'Hollywood, ni des célébrités, ni des ennemis personnels évidents. Un couple de commerçants, une autre maison, un autre milieu, aucun lien intime apparent avec les victimes de la veille. Et c'est déjà un point capital, parce qu'on cherche souvent dans un crime une logique identifiable, une jalousie, une vengeance, un conflit, une dette, une haine adressée. Ici, cette logique résiste, ou plutôt, elle se déplace. Ce n'est pas une violence née d'un lien personnel, c'est une violence qui semble servir à autre chose. Un message, une croyance, une logique de groupe, presque une mise en scène. Au départ, l'enquête piétine. Les similitudes entre les scènes ne sont pas immédiatement saisies dans toute leur portée. Los Angeles s'inquiète, la peur circule. Quelque chose de diffus s'installe, l'impression que ces crimes ne répondent pas au code habituel. Puis, peu à peu, un fil apparaît. C'est pas d'abord une grande révélation, ni une scène spectaculaire, mais une parole qui glisse dans une cellule. En prison, Susan Atkins,
L'une des tueuses, qui a été incarcérée pour un autre fait, se confie à une codétenue. Elle parle, elle raconte les meurtres, elle dit ce qui s'est passé. Et ce qui n'était encore qu'une suite de scènes incompréhensibles commence alors à prendre forme. Un nom circule, puis un lieu, Span Ranch. Un ranch délabré, des jeunes gens à l'air flottant, parfois drogués, désœuvrés, fusionnés. Et au centre de ce petit monde clos, Charles Manson. Quand l'Amérique découvre son visage, elle croit découvrir un monstre. Et bien sûr, il y a dans cette figure quelque chose qui aimante le regard, le petit corps, les cheveux longs, les yeux fixes, la parole opaque. Et plus tard, cette croix gammée gravée sur son propre front, comme s'il voulait devenir lui-même une icône de cauchemar. Mais si l'on s'arrête à cette fascination, on rate l'essentiel. Parce que Manson n'est pas seulement un homme associé à des meurtres. C'est un homme qui n'a pas besoin d'être là pour que d'autres passent à l'acte. Il n'est pas à Cielo Drive cette nuit-là, il ne tient pas lui-même le couteau, et pourtant, c'est bien son nom qui finit par résumer l'affaire. Et c'est là que la question commence à changer. On ne demande plus seulement qui a tué, on demande comment un homme parvient-il à faire d'un groupe le prolongement de sa propre vision du monde. Parce que Manson n'est pas seulement un visage du mal, il est aussi le point de condensation de plusieurs dynamiques, une enfance chaotique, une personnalité structurée par la prison, une blessure narcissique majeure, une pensée interprétative et surtout une capacité redoutable à organiser le lien. Charles Manson naît en 1934 à Cincinnati sous le nom de Charles Maddox. Il grandit sans père. Sa mère est très jeune, instable, souvent absente, alcoolisée selon plusieurs récits, et incarcérée alors qu'il est encore tout petit. Très tôt, l'enfant fait l'expérience d'un monde sans appui stable, pas de continuité, pas de sécurité durable, pas de cadre fiable. Il est déplacé, confié, repris, à nouveau abandonné, et il apprend vite à survivre autrement, par l'adaptation, par la ruse, par la lecture de l'autre. À l'adolescence, il entre dans des institutions, puis dans la délinquance, vol, cambriolage, proxénétisme, récidive. Et la prison devient peu à peu, non pas un accident, mais un milieu de vie. C'est très important parce que Manson ne se construit pas d'abord dans le monde ordinaire. Il se construit dans le monde carcéral, un monde où la domination, la manipulation, la séduction instrumentale, la violence et l'adaptation psychique sont des ressources de survie. Il passe une grande partie de sa jeunesse, puis de sa vie d'adulte enfermé. Et là, il apprend. Pas un métier stable, non, mais quelque chose de plus subtil. Comment influencer, comment capter, comment repérer les failles. Il lit, il s'intéresse à des ouvrages de développement personnel, à des systèmes de croyances, à des discours religieux. Il apprend aussi à jouer de la guitare et à chanter. Et au fond, quelque chose prend forme, une ambition grandiose. Pas seulement sortir ou vivre libre, mais être vu, être reconnu, être quelqu'un. Quand il sort de prison en 1967, il a 32 ans. Et il arrive au moment parfait. La Californie de la fin des années 60 est un laboratoire social. Mouvement hippie, contre-culture, rejet de l'ordre ancien, cherche de liberté, de fusion, de spiritualité, de nouvelles formes de vie. Des jeunes en rupture cherchent une place, un sens, une appartenance. Et Manson va leur offrir cela. Au départ, il n'y a pas de secte criminelle. Il y a un groupe qui se forme progressivement par rencontres successives. Marie Brunner est l'une des premières. Puis vient Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Lynette Fromm, Leslie Van Houten, Tex Watson et d'autres encore. Ce qui les rassemble, ce n'est pas d'abord la violence, c'est le lien. Manson parle beaucoup, il écoute aussi, il donne l'impression de voir chacun plus profondément que les autres. Il valorise, il accueille, il donne une place. Et dans le climat de l'époque, ça agit fortement, parce que beaucoup de ces jeunes sont justement en manque de place, en manque de cadre, en manque d'attache.
La Manson Family commence par ressembler à une communauté alternative. On vit ensemble, on voyage ensemble, on partage, on rompt avec les normes. Mais très vite, quelque chose se déplace. Ce n'est plus seulement un groupe, c'est un système. Le groupe s'installe à Span Ranch, ancien décor de western, propriété d'un vieil homme presque aveugle. En échange de petits travaux, Manson et les siens peuvent rester. Et là, l'extérieur s'éloigne, les repères se brouillent, les liens familiaux d'origine s'effacent, la pensée individuelle commence à se fragiliser. On vit ensemble, on dort ensemble, on consomme ensemble, on pense ensemble. Manson alterne la chaleur et l'humiliation, la bienveillance et l'écrasement, la fusion et la terreur. Il réveille ses adeptes la nuit pour leur imposer ses visions. Il utilise le LSD, le cannabis, l'épuisement, la répétition, la saturation psychique. Cliniquement, c'est fondamental, parce qu'on n'est pas seulement dans la manipulation psychologique au sens banal, on est dans une entreprise de démantèlement progressif des frontières individuelles. L'identité du groupe devient plus forte que l'identité de chacun. Et l'identité du groupe, c'est Manson qui la définit. Il y a chez Manson un élément essentiel qu'il ne faut surtout pas traiter comme une anecdote, la musique. Manson veut être une star du rock, pas juste jouer, pas juste chanter au ranch autour d'un feu, être reconnu, être produit, être validé par ceux qui comptent. Et pendant un temps, il croit vraiment toucher ce monde. Deux jeunes filles de son groupe approchent Denis Wilson, le batteur des Beach Boys. Manson se retrouve alors en contact avec ce milieu. Il fréquente la villa de Wilson. On écoute ses chansons, on l'entoure. Il a l'impression que son rêve est à portée de main. Un nom revient alors, Terry Melcher, producteur, figure importante pour lui. Manson espère qu'il l'enregistrera, qu'il ouvrira la porte. Mais le contrat n'arrive pas, le soutien n'arrive pas. Et il y a plus humiliant encore, une de ses chansons est reprise par les Beach Boys sous une autre forme, sans qu'il soit reconnu, comme il l'aurait voulu. Là, il faut être très précis. Chez certains sujets, le rejet produit de la tristesse ou du retrait. Chez Manson, le rejet produit autre chose, une rage organisée. Parce que son identité même repose sur la conviction d'être exceptionnel. Donc le refus n'est pas une déception, c'est une offense, une humiliation, presque une persécution. Et cette blessure narcissique ne reste pas flottante. Elle va se souder à son système de croyances. C'est à ce moment-là que prend forme plus nettement ce que Manson appelle Helter-Skelter, une guerre raciale imminente, selon lui, entre noirs et blancs aux États-Unis. Le terme vient d'une chanson des Beatles sur l'album Blanc. Mais Manson ne l'écoute pas comme une chanson. Il l'interprète comme un signe, comme un message codé, une confirmation. Et là, oui, il y a quelque chose de délirant. Pas au sens d'une désorganisation psychotique totale, mais au sens d'une pensée interprétative, fermée, sans doute saturée de signes. Il voit des messages cachés, il croit qu'il parle de lui, du monde, de ce qui va arriver, il lit l'Apocalypse, il relit les chansons, le contexte racial américain, les assassinats politiques, la tension sociale, et il construit un système cohérent pour lui. Mais ce système n'est pas seulement paranoïaque, il est aussi mégalomaniaque, parce que Manson ne se contente pas d'annoncer le chaos, il se donne une place centrale dans ce chaos. Il imagine que les Noirs gagneront cette guerre, mais qu'ils ne seront pas gouvernés seuls, et qu'ils se tourneront vers lui comme guide. Autrement dit, le monde s'effondre et lui devient indispensable. C'est là tout le mélange dangereux, une pensée interprétative à tonalité paranoïaque, une mégalomanie évidente et une capacité redoutable à faire partager cette vision. Parce que c'est ça le cœur de l'affaire. La croyance ne reste pas enfermée en lui, elle devient collective, elle devient une matrice du groupe. La guerre qu'il annonce ne vient pas assez vite. Alors Manson décide de la provoquer. Son idée est la suivante: commettre des crimes qui pourront être attribués à d'autres, notamment à des Noirs, pour créer confusion, panique et réaction en chaîne.
Le crime devient alors un outil, pas seulement une violence, un instrument dans un scénario. Et c'est là que le lien avec Terry Melcher, le producteur, redevient crucial. Parce que la maison de Cielo Drive, Manson la connaît. Terry Melcher y a vécu auparavant. Le producteur associé à son humiliation, à son échec musical, à sa blessure narcissique. Le problème, c'est que Melcher a déménagé. Au moment où Manson envoie son groupe à cette adresse, ce n'est plus lui qui y vit. Roman Polanski et Sharon Tate occupent désormais les lieux. Polanski est absent, parti tourner en Europe. Sharon Tate, elle, est là, avec ses amis. Et c'est là que la logique du crime devient profondément inquiétante, parce que les victimes ne sont pas choisies pour ce qu'elles ont fait, elles sont choisies parce qu'elles sont là, dans un lieu devenu symbole. On n'est plus dans la vengeance personnelle pure, on est dans la vengeance déplacée, instrumentalisée, absorbée par un scénario plus grand. Le lendemain, ce sont les La Bianca, un couple sans lien personnel avec lui. Une autre maison, une autre scène, même logique. Manson est présent, cette fois-ci. Il entre, attache les victimes, prépare, puis repart et laisse les autres finir. Et là, une question surgit. Pourquoi lui n'agit-il pas directement? Parce que sa place n'est pas celle de l'exécutant. Sa place est celle de l'origine, de la cause première, de celui qui insuffle, oriente, désigne. Il veut rester du côté de la parole, du sens, du scénario. Les autres portent l'acte. Et c'est précisément ce qui rend la meute possible. Aucun membre de la famille n'entre dans le groupe comme meurtrier déclaré. Ils ne rejoignent pas d'abord une organisation criminelle, ils rejoignent une communauté, un mode de vie, une promesse d'appartenance. C'est le premier mécanisme, l'engagement progressif. On ne demande pas à quelqu'un de tuer le premier jour, on lui demande de croire, de rester, de rompre avec ses anciens liens, de partager sa vie, son corps, sa pensée. Puis on demande autre chose, transgresser, voler, mentir, obéir, s'endurcir. Puis autre chose encore. Et à force de franchir des seuils, ce qui paraît impensable devient pensable. Le groupe vit en vase clos, les repères personnels s'effacent, les anciens liens perdent leur force. Les nouveaux noms, les rituels, la drogue, les réveils nocturnes, la fusion constante, tout concourt à réduire la séparation psychique entre le sujet et le groupe. Peu à peu, le jeu se fragilise, le sujet ne pense plus tout à fait tout seul, il pense dans une ambiance, dans un regard collectif, dans une logique déjà préparée pour lui. Manson ordonne, Tex Watson exécute, les femmes participent, chacun porte une part, mais personne ne porte tout. Et à plusieurs, le sentiment de responsabilité individuelle s'amenuise. Ce n'est plus moi je fais cela, c'est nous sommes en train de le faire. Et dans ce nous, la culpabilité se dilue. Dans la logique de la famille, le bien et le mal ne disparaissent pas d'un coup. Ils changent lentement de place. Tuer devient pensable, puis acceptable, puis nécessaire, puis cohérent avec la croyance partagée. Et là, le meurtre n'est plus vécu comme une rupture, il n'apparaît plus comme une sortie hors de l'humain, il devient un acte possible dans un monde déjà réorganisé psychiquement. Voilà la meute, pas seulement un groupe sous emprise, mais un groupe dans lequel les limites individuelles ont suffisamment cédé pour que l'acte circule et s'accomplisse. Et ce fonctionnement ne concerne pas seulement l'affaire Manson. On retrouve dans d'autres violences de groupe menées par un chef des mécanismes très proches. Pas à l'identique, bien sûr, les contextes changent, les idéologies changent, les époques changent, mais l'ossature, elle revient souvent. Un chef qui désigne, un groupe qui suit, des rôles qui se fragmentent, une violence que plus personne ne porte seul. C'est aussi ce qu'on retrouvera autrement dans le gang des barbares autour de Youssouf Fofana. Ce n'est pas une secte, il n'y a pas la même croyance, pas la même mise en scène du monde, mais la même mécanique de fond, un centre qui impulse, des exultants qui gravitent, des rôles distribués, une responsabilité diluée
et un groupe dans lequel la violence devient non seulement possible, mais partageable. C'est peut-être ça, au fond, ce qu'on appelle une meute. Pas seulement plusieurs personnes violentes réunies, mais un système humain dans lequel un chef parvient à produire assez de liens, assez de dépendance, assez de peur, assez de croyances, pour que d'autres finissent par faire à plusieurs ce qu'ils n'auraient peut-être jamais fait seuls. Si l'on veut comprendre Charles Manson, il faut sortir d'une image trop simple. Ce n'est pas seulement un homme violent, ni un sujet délirant, ni un gourou. C'est un homme qui parvient à faire de sa vision du monde un espace psychique habitable pour les autres. Et c'est précisément cela qui le rend si dangereux. Chez lui, on retrouve d'abord une faille narcissique profonde, un besoin massif d'être reconnu, d'être vu, d'être validé, pas comme un homme parmi tant d'autres, mais comme celui qui compte, celui qui sait, celui qui désigne, celui autour de qui le monde s'organise. Le problème, c'est que ce type de narcissisme supporte très mal la frustration. Chez certains, le rejet produit de la tristesse, chez d'autres, de la honte. Chez Manson, il semble produire une blessure beaucoup plus radicale. Le refus n'est pas vécu comme une simple déception, il est vécu comme une humiliation, une offense, presque une persécution. Et cette blessure vient nourrir autre chose, une pensée interprétative, fermée, saturée de signes. Manson ne vit pas dans un monde neutre, il vit dans un monde qui lui parle. Les chansons deviennent des messages, le contexte social devient une preuve, les tensions raciales deviennent un scénario, l'histoire devient un théâtre dans lequel il s'attribue un rôle central. Autrement dit, il ne se contente pas d'avoir des idées étranges, il construit un système. Et ce système lui permet de transformer ses humiliations, ses frustrations, ses échecs en mission. Mais cela ne suffit pas encore à faire un Manson. Ce qui le rend redoutable, c'est autre chose. Sa capacité à capter les failles des autres, le besoin d'appartenance, le besoin d'être vu, le besoin d'être aimé, le besoin de croire, le besoin d'avoir enfin une place. Alors pourquoi il contamine tout un groupe? Parce que sa croyance ne reste pas enfermée en lui. Elle devient un cadre, une langue commune, une ambiance, une explication du monde. Et pour des sujets déjà fragilisés, déjà en rupture, déjà en manque de repères, ce cadre agit. Il donne du sens, une place, une direction. Peu à peu, il ne pense plus simplement avec lui, il pense à travers lui. Sa vision du monde devient la leur, son délire devient une matrice collective, sa parole devient plus réelle que le réel. Et c'est comme cela qu'un groupe peut être contaminé, non par magie, mais parce qu'un homme parvient à faire de sa croyance un milieu de vie psychique pour d'autres. Pour comprendre Manson, il faut aussi revenir plus tôt, bien avant le groupe, bien avant les crimes, dans l'enfance. Parce qu'au centre de ce fonctionnement, il y a quelque chose qui s'est construit très tôt, une faille narcissique, un endroit où le sujet ne se sent pas suffisamment exister par lui-même, pas suffisamment reconnu, pas suffisamment stable, pas suffisamment assuré d'avoir une place. Souvent derrière ça, il y a des liens fragiles, des abandons, des ruptures, des attachements qui ne tiennent pas. Et dans ce type de configuration, le lien à l'autre devient dangereux, parce qu'il est instable, parce qu'il peut disparaître et qu'il peut humilier. Alors, une solution s'organise. Ne pas s'appuyer sur le lien, mais le contrôler. Contrôler pour ne pas dépendre, contrôler pour ne pas être rejeté, contrôler pour ne pas être abandonné. Et Manson va pousser cette logique très loin. Il ne cherche pas seulement à être aimé, il cherche à rendre les autres dépendants de lui, à devenir nécessaire, central, indispensable. Parce que si l'autre dépend, alors il ne parle pas. Et le groupe ici joue un rôle majeur. Parce qu'un groupe ne fait pas que soutenir, il confirme en permanence. Il renvoie une image stable. Tu es quelqu'un, tu comptes, tu es au centre. Et cette image vient combler, au moins en apparence, la faille initiale. Mais pour que cela tienne, il faut que ce monde ne soit jamais remis en question. Et à partir de là, le contrôle devient plus fort, le groupe plus fermé, la croyance plus rigide, jusqu'au moment où il ne suffit plus de croire, il faut agir.
Ce n'est pas un détail si Charles Manson ne passe pas lui-même à l'acte. C'est même peut-être l'un des points les plus importants de l'affaire. Parce que s'il tue lui-même, il devient un homme violent parmi d'autres, un exécutant, un corps qui agit. Mais s'il fait tuer, il occupe une toute autre place. Il devient celui qui fait agir, celui qui insuffle, celui qui désigne, celui dont la parole suffit à mettre le réel en mouvement. Et pour une personnalité comme la sienne, marquée par une faille narcissique profonde, c'est essentiel. Parce qu'au fond, ce que cherche Manson, ce n'est pas seulement à détruire, c'est à être au centre, à devenir celui qui compte, celui autour duquel les autres s'organisent, celui dont la vision s'impose. Dans cette logique, faire tuer est infiniment plus puissant que tuer, parce que si d'autres passent à l'acte pour lui, alors cela prouve plusieurs choses en même temps. D'abord que son emprise fonctionne, ensuite que sa parole a plus de poids que la loi commune, plus de poids que la morale, plus de poids que l'interdit, et surtout que les autres appartiennent déjà plus à son monde qu'au monde ordinaire. Les meurtres ne sont donc pas seulement des crimes, ils deviennent aussi des preuves. Preuves d'obéissance, preuves de loyauté, preuves d'appartenance. La preuve qu'ils sont allés jusqu'au bout, qu'ils n'ont pas seulement cru, qu'ils ont agi. Et qu'à partir de là, quelque chose se verrouille. Parce qu'après un tel acte, on ne revient pas simplement en arrière. Le sang partagé soude, pas dans l'amour, pas dans la fraternité, mais dans une complicité radicale. On a fait cela ensemble, donc on est lié par cela. Et pour Manson, c'est une position idéale, car plus les autres agissent pour lui, puis il devient indispensable, puis il devient le centre du groupe, plus il transforme sa propre faille en toute puissance. C'est là que la faille narcissique est décisive. Parce qu'un sujet qui ne se sent pas suffisamment stable intérieurement, pas suffisamment reconnu, pas suffisamment assuré d'avoir une place, peut chercher dans le contrôle une solution contre l'effondrement. Contrôler pour ne pas dépendre, contrôler pour ne pas être rejeté, contrôler pour ne pas être abandonné. Et Manson pousse cette logique jusqu'à l'extrême. Il ne veut pas seulement être aimé, il veut devenir nécessaire, il veut que les autres dépendent de lui au point d'agir pour lui. Parce que si les autres agissent pour lui, alors il n'est plus simplement suivi, il est confirmé. Confirmé comme centre, comme celui dont la vision du monde devient plus réelle que le réel. Autrement dit, ce qui intéresse Manson, ce n'est pas seulement que quelqu'un meure, c'est que quelqu'un tue pour lui. Parce que dans ce déplacement, il ne devient plus seulement un homme dangereux, il devient le centre d'un monde où les autres agissent à sa place. Et c'est peut-être cela au fond le plus glaçant. Manson ne cherche pas seulement à produire de la violence, il cherche à produire une preuve, la preuve que sa parole agit sur le réel, la preuve que les autres peuvent devenir le prolongement vivant de son monde intérieur. Et c'est exactement à cet endroit que naît la meute. Charles Manson voulait être une star du rock. Il est devenu une icône du crime. Et ce trajet-là, à lui seul, dit quelque chose. De lui, bien sûr, mais aussi de nous. De notre fascination pour certaines figures, de cette manière troublante que nous avons parfois de regarder ceux qui franchissent toutes les limites, comme s'ils détenaient quelque chose que nous redoutons et que, malgré nous, nous voulons voir de plus près. Parce que le regard n'est jamais neutre. Il peut contenir, mais il peut aussi exposer, fixer, déformer, transformer un être en image. Et quand une image prend toute la place, le sujet, lui, disparaît. Mais au fond, l'affaire Manson ne raconte pas seulement l'histoire d'un homme hors norme, elle raconte un processus, un homme blessé, un besoin de domination, un groupe disponible, un isolement progressif, une croyance qui se referme et peu à peu, la pensée qui cède. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant, pas l'impensable, pas le monstre, ni l'exception, mais la manière dont quelque chose se fabrique, la manière dont un groupe peut devenir une chambre d'écho, dont une croyance peut remplacer la pensée, dont l'emprise peut faire taire une à une les limites intérieures. Alors la vraie question n'est peut-être pas comment Charles Manson l'a-t-il fait, mais à partir de quel moment dans un groupe
plus personne ne pense assez seul pour dire non. Et c'est peut-être là que commence le vrai vertige. Pas seulement dans le visage de Manson, mais dans cette possibilité toujours ouverte qu'un collectif cesse d'être un lien pour devenir une force qui absorbe, qui valide et qui pousse à agir, jusqu'au point où l'horreur n'apparaît plus comme une rupture, mais comme quelque chose que le groupe a rendu possible. Merci d'avoir écouté Clinique du Crime. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner à Clinique du Crime, laisser une note ou le partager autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.